Bonjour à tous, on va pouvoir commencer. On est ravis d'être là avec vous aujourd'hui pour discuter de comment Conforama pilote sa stratégie marketing grâce au marketing mix modeling dans un monde plus compliqué qu'avant, d'un point de vue mesure en tout cas. Hop. Voilà, superbe. On va se présenter très rapidement. On va ensuite passer assez rapidement sur ce qu'est le MMM pour que les éventuels novices sur le sujet ne s'ennuient pas pendant une demi-heure, et ensuite on va surtout laisser Conforama parler. Voilà, c'est un REX qui est particulièrement intéressant parce qu'on fait plusieurs années qu'on parle de plus en plus de marketing mix modeling, dont ici. Donc on trouvait intéressant aujourd'hui de vous présenter le retour d'expérience de Conforama, qui est un acteur qui pratique et qui utilise cette technique-là depuis maintenant plusieurs années. Voilà, un petit retour avec un peu plus de recul qu'il y a quelques années nous semble intéressant. Voilà, puis on se gardera un peu de temps pour les questions. Nous sommes... Je te laisse... Alors bonjour à tous, Mélodie Charles, je suis directrice marketing de Conforama. Et Victor Fulconis, je suis un des partenaires de Converteo qu'on va présenter très rapidement maintenant. Alors Conforama, j'imagine que la plupart d'entre vous nous connaissons. Conforama est un multispécialiste omnicanal de l'ameublement. On fait partie du top 3 de l'ameublement en France. On compte un réseau de 176 magasins, un site e-commerce qui d'ailleurs a été élu meilleur site e-commerce de l'année par la FEVAD en 2022 et qui pèse un petit peu plus de 10% de notre chiffre d'affaires. Alors notre mission chez Conforama, c'est finalement de concrétiser les envies des Français pour leur maison. Et donc on se positionne vraiment comme étant un démocratiseur de tendance de la maison. Voilà, en bref. Voilà, et Converteo est un cabinet de conseil en marketing digital et data qui accompagne ses clients, dont Conforama, de la définition de leur stratégie jusqu'à l'opérationnalisation de leur projet. On travaille sur beaucoup de choses sur lesquelles je ne m'attarderai pas aujourd'hui. On a un pied fort dans notre expertise qui est évidemment la data et la mesure de la performance marketing. Et donc on travaille entre autres sujets sur le marketing mix modeling depuis plusieurs années, sous forme d'études ad hoc, mais également sur les sujets d'industrialisation du marketing mix modeling chez nos clients. Voilà, et on est entre autres en train de travailler sur le lancement d'une solution qui permet d'industrialiser le marketing mix modeling. Donc en deux mots, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le marketing mix modeling, mais en deux mots pour les novices. Voilà, si on réfléchit pourquoi on en parle de plus en plus, quelques chiffres que vous connaissez tous. Aujourd'hui, il y a à peu près 80% des Français qui déclarent rechercher en ligne avant d'acheter en point de vente. En face, il y a un e-commerce qui se développe de plus en plus, qui représente aujourd'hui à peu près 12,5% dans le commerce de détail. Donc on a une omnicanalité de plus en plus forte qui s'est développée et qui pose évidemment la question de comment je pilote mon marketing, mes budgets marketing et mes signaux marketing dans un monde qui est omnicanal et qui est aussi privacy first avec le développement du RGPD, de e-privacy et toutes ces évolutions que vous connaissez tous. Là-dedans, le marketing mix modeling, c'est une technique de modélisation qui va, à partir de l'analyse de différents facteurs marketing, essayer d'expliquer un indicateur économique, économique ou moins économique, qui peut être le chiffre d'affaires, le trafic en magasin, la performance d'une marque, voilà, et à peu près n'importe quel indicateur, qui a le gros intérêt de pouvoir intégrer des indicateurs de budget, mais aussi des indicateurs de prix, de promotion, des facteurs externes dans la modélisation, tout ça pour chercher à expliquer à nouveau par exemple un chiffre d'affaires. Voilà, donc ça permet de savoir la performance générée par un euro investi en marketing, par les facteurs marketing et par des facteurs externes. Ça permet de faire des projections et des simulations sur ces stratégies et d'avoir une vision à la fois macro et relativement micro de la performance de ces canaux, même s'il faut bien garder en tête que ça reste plutôt un outil d'allocation stratégique du budget et qui vient finalement s'ajouter aux autres méthodes de mesure que vous connaissez tous, attribution, post-test, etc. Voilà, c'est une solution dont on parle de plus en plus et qui s'utilise de plus en plus pour pas mal de raisons. Parce que ça répond aux gros enjeux actuels de la mesure. Ça permet une mesure complète du marketing, donc prendre en compte les différents facteurs d'un mix marketing et aussi des facteurs externes, dont des événements externes. Ça permet une mesure omnicanale. Ça ne dépend pas du tracking des individus
Donc ça n'est pas dépendant, enfin, ça n'est pas affecté par toutes les évolutions réglementaires qui ont eu lieu ces quelques années, et ça permet donc une optimisation du budget via des techniques data. Voilà une overview extrêmement rapide du sujet, une introduction pour les novices. On va maintenant passer au Rex, et je vais laisser la main à Mélodie en lui posant des questions. Ça fait quelques années que vous faites du marketing mix modeling. Est-ce que tu peux peut-être d'abord nous raconter dans quel contexte Conforama s'est mis à en faire? Oui, alors en 2019, Conforama faisait quasiment plus de 70% de sa communication via du prospectus papier. Évidemment, à ce moment-là, on se pose la question de, compte tenu des modifications des attentes des consommateurs, du renouvellement de notre clientèle, de son rajeunissement, comment est-ce que demain on arrive à créer ce mix de communication avec moins de prospectus et plus de médias digitaux notamment. Et effectivement, on se dit, on connaît les techniques habituelles pour comprendre la performance des leviers, mais on a quand même beaucoup de difficultés à comprendre précisément quel est l'impact du prospectus, quel est l'impact du SIA, quel est l'impact de la télévision. Et donc c'est là où on fait appel effectivement à Converteo pour pouvoir comprendre de manière globale comment est-ce que chacun de nos leviers influe sur le trafic de nos magasins, mais également de notre site e-commerce. Et du coup, dans ce contexte, pourquoi est-ce que c'est le marketing mix modeling qui vous a intéressé? Qu'est-ce que vous utilisiez déjà comme méthode de mesure à l'époque? Alors, on avait des méthodes de mesure classiques, mais vraiment très en silo. C'est-à-dire qu'on avait un modèle d'attribution assez classique sur l'activité e-commerce, effectivement des post-tests. Chaque levier de communication analysait sa performance en silo. On avait beaucoup de difficultés à avoir cette picture globale. Et donc, on s'est tourné vers le MMM pour pouvoir comprendre comment est-ce que tous ces leviers agissaient communément sur le trafic. Mais surtout, on a souhaité aller un cran plus loin sous l'impulsion de Converteo, puisque le MMM n'est pas une fin en soi. Il est important en fait de rentrer ensuite dans une phase de test pour finalement s'assurer que l'ensemble des conclusions du MMM sont viables sur le terrain. Donc c'est comme ça en fait qu'on a construit des groupes de magasins homogènes, des magasins tests, des magasins miroirs également, et on a pendant 3 mois testé le fait de supprimer complètement le prospectus dans notre mix de communication, l'a remplacé par 3 typologies d'autres mix de communication, et puis on a observé les performances sur le trafic de nos magasins. Et ça, du coup, les résultats, quelques années après, quel est le retour dessus? Donc, on a effectivement réussi à maintenir le trafic de nos magasins en faisant cette expérience. Donc, ça a été assez crucial pour Conforama parce que, évidemment, quand on utilise plus de 70% de nos investissements de communication sur du prospectus, se dire qu'on va arrêter de l'utiliser, c'est hyper anxiogène. Et en plus, l'ensemble de nos process était orienté autour de la construction de ces prospectus, du pricing des produits, des promotions jusqu'au flux logistique. Donc, ces tests nous ont permis de démontrer qu'on arrivait à maintenir le trafic, ont permis aussi de réassurer l'ensemble des collaborateurs et aussi des directeurs de magasins sur ce sujet-là. Et puis, quand on a fait face, il y a environ 2 ans, à une hausse fulgurante du prix du papier auquel peut-être vous avez été également confrontés, eh bien, on a finalement pris des décisions beaucoup plus sereinement que si nous n'avions pas fait ces tests et pas fait ce mix media modeling. Là, du coup, tout ça, ce que tu décris, c'est l'utilisation du MMM sur une problématique assez spécifique dans le temps. Vous en avez refait ensuite plusieurs années de suite. Qu'est-ce qui vous a amené du coup à faire ça? Pourquoi? Il y a un élément crucial qui a changé beaucoup la donne, qui est l'arrivée de WePub. Aujourd'hui, on a une quinzaine de magasins Conforama qui sont soumis à cette expérimentation. Donc,
12 magasins qui ont partiellement encore quelques prospectus dans leur mix de com, et puis 5 magasins qui n'ont plus du tout de prospectus, puisque les boîtes aux lettres ne sont plus atteignables. Et donc on sait également tous qu'il y a une très très forte probabilité pour que en 2025 le prospectus soit de moins en moins utilisable par les annonceurs. Et donc il nous a semblé pertinent en fait d'aller regarder comment est-ce que le mix media modeling allait nous aider à finalement remplacer ce prospectus, mais avec des spécificités locales. Parce que le premier travail qu'on avait fait était finalement une picture globale nationale. Et donc là, on a besoin d'aller un petit peu plus dans les éléments opérationnels sur le terrain, parce qu'il est évident que le client du magasin de Rouen ne va pas réagir au même mix de com que le client du magasin de Paris ou autre. Et donc cette spécificité locale nous a conduit à retravailler un nouveau mix media modeling. On a l'impression, dans ce que tu décris, du coup, que le marketing mix modeling devient de plus en plus intégré à vos processus de décision. Est-ce que tu as l'impression que ça a changé votre manière de piloter votre budget marketing ? Oui, alors complètement, puisque on a maintenant une visibilité sur les médias qui performent sur le trafic, ceux qui performent moins. On a eu quelques surprises, clairement. C'est pas une science exacte, le MMM, mais par contre, ça nous permet clairement de faire des choix. Je pense que vous êtes tous confrontés à quelques optimisations budgétaires compte tenu de l'activité et de la conjoncture actuelle. Clairement, quand il y a quelques kilos euros ou millions d'euros à aller chercher, la priorisation est plus sereine quand on a accès à ces résultats. Et du coup, là, tu parlais des méthodes de mesure que vous utilisiez avant de faire du MMM. Comment est-ce que le MMM est venu s'insérer là, dans votre dispositif de mesure de la performance ? Ça a remplacé ces techniques ? Ça les a complétées ? Non, ça ne les a pas du tout remplacées. C'est deux choses très complémentaires. On utilise le MMM pour définir notre stratégie marketing et définir la stratégie des moyens, sur quoi j'investis et à quelle hauteur. Mais par contre, l'ensemble des canaux de communication ont la responsabilité d'optimiser leur performance intrinsèque et avec leurs outils habituels. Alors, quand on est sur du média offline, on est sur du post-test. Quand on est sur du média online, on a toutes les techniques habituelles qu'on connaît. Mais c'est vraiment deux choses très, très complémentaires. D'accord. Si on revient un peu sur ces projets de marketing mix modeling, c'est quoi les principales difficultés que vous avez rencontrées dans leur déploiement ? Alors, la première fois en 2019, ça a été assez lourd parce qu'au final, les équipes n'étaient pas forcément acculturées au fait de collecter la data, de les historiser, les historiser sous un même format. Donc ça a été assez long. Maintenant, c'est de plus en plus simple parce que tout le monde, a compris l'intérêt et a structuré ces données pour pouvoir les intégrer assez aisément. On a aussi un lead data dans les équipes qui est capable d'aller frapper aux bonnes portes pour aller chercher toutes les données dans un temps assez court. Et puis la deuxième difficulté, je dirais, c'est d'être capable d'anticiper dans les budgets aussi la réalisation de ce type d'études. Parce que c'est une étude qui est relativement conséquente et qui nécessite, en plus, j'en suis convaincue, d'être suivie de tests qui peuvent être coûteux à certains instants. Et alors on sait que c'est toujours difficile dans une entreprise d'ajouter de nouvelles méthodes de mesure. Ça a été facile de faire accepter les résultats en interne ? C'est assez long. Il faut vraiment user de pédagogie. On a en face de nous 170 directeurs de magasins qui sont vraiment en attente de beaucoup de résultats. Et je dirais que la clé, c'est de tester et de prouver, d'être capable d'arrêter quand ça ne marche pas et de se dire tous ensemble que ça ne marche pas et qu'il faut faire différemment. Mais de toute façon, la preuve est la clé pour convaincre en interne. Et il est vrai que nous, les deux MMM qu'on a réalisés, les tests qu'on a réalisés, ont généré beaucoup de réassurance, notamment au sein du réseau de magasins. D'accord. Et du coup, demain, comment vous voyez l'utilisation du MMM chez vous ? On va aller un cran plus loin là, cette année, puisque vraiment, on est en train de préparer très, très sérieusement l'arrivée de Wepum en 2025
pour en fait aller tester des dispositifs multilocaux. Donc ce qu'on a fait en 2019 avec des dispositifs nationaux, aller le tester vraiment de manière différenciée sur toutes les zones de chalandise pour pouvoir s'assurer qu'on a les bons mix de com sur les zones de chalandise. Voilà peut-être une petite... donc nous, Convertéo, on a évidemment notre vision de cabinet de conseil de la suite de l'utilisation du MMM. Ça m'intéresse un peu de la confronter à ta vision de la vraie vie de son utilisation. Nous, on le voit beaucoup, on voit beaucoup le MMM comme une méthode qui aujourd'hui est très utilisée pour optimiser les mix médias, qui demain permettra également, via l'intégration beaucoup plus fine du prix et de la promotion, de piloter une stratégie marketing. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que vous voyez chez vous? C'est quelque chose sur laquelle tu te projettes? Oui, clairement. En fait, le MMM, par exemple, de l'avoir une fois par an, c'est hyper important au moment où on développe la stratégie, où on crée les budgets. Après, il y a aussi des moments dans l'année où on est confronté à des événements X ou Y qui nous amènent à prendre des décisions hyper rapidement. Et en l'occurrence, d'être capable d'avoir les résultats de ce mix media modeling de manière plus régulière nous permettrait d'être plus serein en fait sur les décisions qu'on a à prendre très rapidement, du type les effets de l'inflation, du type une coupe budgétaire, du type une modification stratégique X ou Y. Et c'est vrai que ce souhait en fait d'être finalement en meilleure maîtrise de l'analyse des performances de nos leviers sur le trafic et de manière plus régulière est réellement prégnant, je pense. Alors pour Conforama, certes, mais pour l'ensemble des annonceurs globalement. D'accord. Et on voit aussi beaucoup le MM comme une manière d'aborder la discussion des budgets marketing de manière basée sur la donnée, là où on sait que c'est encore souvent un peu basé sur l'historique, et là du coup d'avoir une discussion, un euro investi rapporte tant, et donc de transformer un peu le marketing en un centre de profit. Est-ce que vous, là, après plusieurs itérations, ça devient plus le cas? Est-ce que tu penses que ce sera plus le cas demain? Clairement, ça facilite les échanges dans la faculté à faire accepter un certain mix de com. On fait des choix qui sont tangibilisés par de la donnée. Là où, effectivement, antérieurement, on pouvait faire des choix basés sur quelques croyances. Et encore une fois, le MMM nous a permis de balayer d'un revers de main quelques croyances qu'on avait sur certains canaux de communication. Merci beaucoup. Peut-être pour finir, avant de laisser les questions, les publics nous poser des questions, est-ce que tu as des conseils que tu donnerais aux entreprises qui souhaiteraient se mettre au marketing mix modeling? Je pense que le MMM, c'est vraiment une première étape. C'est important de pouvoir le mettre en œuvre et de comprendre de manière globale comment est-ce que les leviers influent sur le trafic. Mais je crois vraiment que le point de salut, c'est clairement les tests. Parce que tant que les choses ne sont pas prouvées, c'est quand même très très difficile de faire accepter un certain nombre de résultats. Un, pour nos collaborateurs, deux, pour l'interne globalement. Et je pense que vraiment la preuve est absolument essentielle dans ce genre de projet. Oui, c'est une vraie transformation au-delà d'ajouter une technique de mesure. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Il nous reste un peu de temps pour des questions. Est-ce que vous avez des questions? Bonjour. Un exemple d'une croyance que vous avez pu évacuer? On avait tendance, par exemple, sur certains temps forts promotionnels, à beaucoup utiliser l'affichage. Or, on s'est rendu compte avec le mix media modeling qu'on avait certains temps forts qui le nécessitaient et d'autres sur lesquels en fait la performance était complètement annihilée par la présence d'autres leviers. Et donc du coup, ça nous a permis de faire des choix sur le mix de com sur certains temps forts de communication où on avait de l'affichage quasiment systématiquement et où finalement on n'avait pas de performance. C'est un exemple, mais... Et par quoi il a été remplacé dans cet exemple?
On a des leviers digitaux qui sont beaucoup plus performants sur le trafic, sur ces temps forts du type du social et SIA. Pour la captation, la question était par quoi ces canaux-là ont été remplacés. Bonjour. Du coup, par rapport à ce que vous disiez par rapport à l'affichage, que vous avez vu que ça n'apportait pas autant sur certaines opérations, et vous disiez que vous aviez fait des tests en fait pour prouver. Là, ça veut dire quoi? Que vous aviez fait dans certaines villes pas d'affichage, dans d'autres de l'affichage, ou enfin, comment vous avez géré le test typiquement pour prouver ça? Les tests qu'on a fait en 2019 étaient principalement sur du média online, pas tellement sur du média offline. Par contre, ce qu'on va faire là, à partir de cette année, a vraiment vocation à aller tester du on et du off, avec des spécificités locales. Ce qui nécessite aussi d'aller travailler de manière différenciée avec une agence média nationale et une agence média locale. Ce qui n'était pas le cas en 2019. Ok, merci. Pardon, j'avais une deuxième question. En 2019, quand vous avez mis en place la première fois, combien de temps ça a pris justement pour recueillir toutes les données dont on a besoin pour créer le modèle? 2 mois, je dirais. À peu près, hein, c'est à peu près ça. 2 mois, quand on l'a refait l'année dernière, par contre, en 3 semaines, c'était fait. D'accord. Mais déjà 2 mois, ça me semble pas beaucoup. C'est important d'avoir un lead data en interne. Objectivement, je pense qu'il ne faut pas laisser le cabinet... il ne faut pas penser que le cabinet va aller frapper à toutes les bonnes portes pour aller chercher la bonne data. Il faut quelqu'un qui soit finalement le hub en interne, qui puisse aller chercher les bonnes infos et qui ait un peu d'historique aussi sur ce qui s'est passé, parce qu'on remonte sur 3 années à minima de données. Donc il y a les données classiques qu'on historise de contacts, d'investissement, mais il y a aussi tous les facteurs exogènes qui sont importants. L'année dernière, quand on a refait le MMM, on repassait sur un historique de crise Covid. C'est ce que j'allais vous demander. Avec des magasins fermés, avec des confinements, avec des horaires différenciés par magasin. Et là, pour le coup, il y a des gens dans l'entreprise qui ont cette information, et il faut aller les chercher à ce moment-là. C'est une très bonne question. Effectivement, 2 mois, c'est plutôt efficace. Si on regarde sur l'ensemble de nos clients, on va plutôt être sur 2 à 4 mois de collecte de données. C'est pour ça que le sujet de l'industrialisation du MMM et l'industrialisation de la collecte de données est un gros sujet là-dessus, revient beaucoup en ce moment. C'est une technique qui a tous les avantages qu'on a vus. Donc, les entreprises veulent en faire de plus en plus. Évidemment, si on est sur un projet de 6 mois, on ne va pas en faire 2 à 3 fois par an. Donc, le sujet de son industrialisation, pour réduire le temps et aussi pour réduire les coûts, et un vrai sujet. Voilà, un sujet qu'on voit en tout cas beaucoup en ce moment chez nos clients. Merci. Bonjour. J'ai une question sur comment est pris en compte les stratégies des concurrents dans le MMM. Parce que j'imagine que si les concurrents font évoluer en même temps leur média mix, ça doit bien être pris en compte dans le modèle pour que le facteur soit isolé. On y inclut de la donnée concurrentielle. Alors, ça dépend des objectifs qu'on donne au modèle et d'à quel point la donnée est disponible. Mais oui, tout à fait, on inclut les données concurrentielles. En fonction du focus du modèle, ça peut être soit sur leurs opérations de communication du moment, éventuellement sur leur promotion, idéalement sur leur prix, si on a l'information. Voilà, mais exactement, tout ça s'intègre dans le modèle pour venir expliquer la performance économique de l'entreprise. Comment ça se passe aussi du point de vue de l'optimisation de vos investissements médias versus investissements promotionnels? J'imagine que ce n'est pas les mêmes entités en plus en interne quelquefois qui décident. Et voilà, ça peut faire un peu aussi débat. Alors, dans le cas des MMM qu'on a réalisés, en fait, ce qu'on appelle l'intensité promotionnelle a été injectée dans le modèle. Donc, nous permet de, même si encore une fois, je pense que c'est un des points qui est perfectible, nous permet malgré tout de comprendre comment est-ce que, en fonction de la catégorisation du temps fort, on a des leviers qui influent plus ou moins. Typiquement, on a des temps forts qu'on qualifie de temps forts trafic, qui sont nos gros marronniers très promotionnels chez Confo.
où on appuie beaucoup plus sur nos marges que sur d'autres catégories. Et dans le MMM, on voit ressortir des mix médias qui sont plus adaptés à ces temps forts plus promotionnels qu'à des temps forts voilà, qui ont vocation plutôt à montrer nos collections, montrer nos gammes. Donc vous ne regardez pas forcément, on va dire, le total d'investissement en pensant l'investissement média versus un investissement entre guillemets non média qui serait l'investissement dans du discount, promotion, etc. Et de potentiellement rebalancer la promotion et de la réinjecter en valeur dans les médias. Si, mais ça se fait en dehors du MMM. D'accord. Ça, c'est un sujet un peu plus large, mais qui se fait en dehors de ce sujet-là pour Confour. Ouais. Oui, mais j'allais dire justement comment MMM et les résultats des MMM peuvent aider à jouer dans les balances C'est justement, nous, un des axes de développement qu'on voit beaucoup pour ces modèles-là. Aujourd'hui, c'est des modèles qui sont très appliqués sur de l'optimisation de mix média, en incluant d'autres signaux que le média. Et on pense effectivement, parce qu'on est capable d'intégrer des signaux de promo, que ce sera demain aussi beaucoup plus utilisé pour des arbitrages cross-levier marketing, donc média versus promotion. C'est aujourd'hui un petit peu moins le cas aussi, parce que ça fait beaucoup de transformation pour une entreprise d'intégrer une nouvelle méthode de mesure, puis de prendre des décisions interdirection basées sur cette méthode. Mais c'est clairement des discussions qu'on a en ce moment. Oui. Je reviens avec encore une question. Vous avez parlé de 5 magasins qui n'ont plus de prospectus du tout, c'est ça? Est-ce que vous pouvez détailler un peu par quel levier vous avez pu le remplacer et quel est l'objectif pour cette dynamique? On a remplacé le prospectus, donc pour les magasins qui ont plus de prospectus, par du renfort de longue conservation dynamisé. Donc, la longue conservation sont nos panneaux directionnels qui sont vraiment très ancrés en local, en fait, à côté de nos magasins. On les dynamise avec nos temps forts commerciaux pendant 2 semaines, à chaque lancement de temps forts commerciaux. On a un renfort sur du CRM. Donc, ça nécessite d'animer les directeurs de magasins pour que l'identification de nos clients soit au cordeau sur ces magasins. Et puis, on a du renfort social et digital. Donc, à la fois des moyens un peu anciens, on peut dire. Off et on. Et Ouais. les digitaux aussi. Oui. Oui, enfin, le MMM par certains de nos clients a parfois été vu comme un cheval de Troie du digital pour aller tailler des croupières au offline. Et la réalité, c'est que ces modèles, ils montrent que les deux canaux, le online comme le offline, ont leur intérêt. Il y a des questions de rebalance des budgets parfois. Voilà, mais en revanche, en tout cas, dans tous ceux qu'on a fait, il y a très peu de cas où on s'est rendu compte qu'un canal historique avait 0 intérêt. Donc on peut dire au fait que certaines améliorations auraient pu être faites avant, sans le digital. Ah oui, oui. Oui. D'accord. D'ailleurs, de ce point de vue-là, le MMM comme technique existe depuis très longtemps. On le voit revenir beaucoup pour plein d'évolutions des méthodes de mesure. Aussi parce qu'on est capable, on a de la donnée beaucoup plus granulaire sur beaucoup de signaux marketing qu'il y a 50 ans quand on faisait des MMM. Et donc ça permet d'avoir des apprentissages beaucoup plus fins. Mais oui, tout à fait, il y a des arbitrages qui auraient pu être pris il y a 30 ans. Merci. Écoutez, merci beaucoup. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous. N'hésitez pas à venir nous parler soit là, soit sur le stand Convertéo plus tard si vous voulez reparler de MMM. Et bonne journée. Merci.